Bonjour chers auditeurs et téléspectateurs de la chaîne de Nouvelles Julia. Chers auditeurs et téléspectateurs, aujourd'hui, Julia vous présente une courte histoire socio-psychologique intitulée « 4 amours, 4 nuances d'une fille aux multiples désirs ». Histoire vraie, part 1. Découvrez-la avec nous. J'espère que vous passerez des moments agréables et relaxants sur la chaîne. Clémence était la benjamine d'une famille bourgeoise de Bordeaux, une ville où les traditions et les apparences avaient toujours eu une importance capitale. Ses parents, des notables respects, avaient bâti leur réputation sur des valeurs de rigueur et d'excellence. Clémence, avec ses cheveux châtains qui dansaient sous le soleil et ses yeux d'un bleu profond, incarnait la promesse d'un avenir radieux. À 16 ans, elle était déjà une élève brillante, promise à un avenir prestigieux dans une grande école. Mais derrière cette façade parfaite se cachait une jeune fille avide de liberté, de passion et d'expériences interdites. C'est lors d'une soirée d'ête, dans une villa somptueuse surplombant la Garonne, que Clémence rencontra Antoine. Il n'était pas comme les autres garçons de son cercle. Tandis que ses camarades portaient des costumes impeccables et parlaient de leurs ambitions dans les affaires ou la politique, Antoine, lui, avait un charme brut, presque sauvage. Ses cheveux noirs en bataille, son sourire insolent et son regard perçant faisaient de lui une énigme irrésistible. Il n'était pas issu de la bourgeoisie bordelaise, mais d'un milieu modeste. Fils d'un ouvrier, il travaillait comme mécanicien dans un garage de la périphérie. Pourtant, il avait cette assurance qui fascinait Clémence, cette manière de défier les conventions sans jamais s'excuser. Leur première conversation fut un mélange de provocation et de séduction. Antoine, conscient de l'effet qu'il produisait sur elle, jouait de son charme avec une habilette déconcertante. Clémence, habituée à être courtisée avec respect et retenue, se sentit déstabilisée, mais aussi étrangement attirée. Ce soir-là, sous un ciel étoile, ils échangèrent leur premier baiser, un moment vol à l'innocence, empreint d'une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Les semaines qui suivirent furent marquées par des rendez-vous secrets. Clémence mentait à ses parents, prétendant étudier chez une amie, alors qu'elle retrouvait Antoine dans des lieux discrets, un café en périphérie, un parc isole ou encore le garage où ils travaillaient. Chaque rencontre renforçait leur lien, mais aussi l'emprise qu'Antoine exerçait sur elle. Il lui parlait de liberté, de vivre sans contrainte, de briser les chaînes des attentes familiales. Pour Clémence, ces mots résonnaient comme une promesse d'évasion, une porte ouverte vers un monde où elle pourrait être elle-même. Mais cette idylle clandestine prit un tournant dramatique lorsqu'elle découvrit, à peine un mois après son 17e anniversaire, qu'elle était enceinte. La nouvelle la frappa comme un coup de tonnerre. Elle, la fille modèle, l'élève brillante, se retrouvait face à une réalité qu'elle n'avait jamais envisagée. Pendant des jours, elle garda le secret, espérant que ce n'était qu'une erreur, un malentendu. Mais les noces matinales et l'absence de ses règles confirmèrent ce qu'elle redoutait. Lorsqu'elle annonça la nouvelle à Antoine, il resta silencieux, le regard fixe sur le sol. Puis, après un long moment, il lui prit la main et lui dit qu'il l'aimait, qu'ils surmonteraient cela ensemble. Il lui proposa de se marier, de construire une vie à deux, loin des jugements de sa famille. Clémence, déchirée entre la peur et l'amour, accepta. Elle croyait en lui, en ses promesses, en leur avenir commun. L'annonce de sa grossesse et de son mariage imminent provoqua un cessme au sein de sa famille. Ses parents, furieux et dévastés, la supplièrent de reconsidérer sa décision. Ils lui proposèrent de l'aider, de trouver une solution discrète pour éviter le scandale. Mais Clémence, déterminée à assumer ses choix, refusa. Elle quitta la maison familiale avec une valise et quelques économies, laissant derrière elle une vie de confort et de privilèges. Le mariage eut lieu dans une petite mairie de quartier, en présence de quelques amis d'Antoine. Clémence portait une robe simple, loin des tenues somptueuses qu'elle avait imaginées pour ce jour. Malgré tout, elle souriait, convaincue qu'elle avait fait le bon choix. Mais dès les premières semaines de leur vie commune,
les illusions commencèrent à s'effriter. Antoine, qu'elle avait idéalisé, se révéla être un homme immature et irresponsable. Il dépensait l'argent qu'ils avaient à peine gagné dans des soirées avec ses amis, laissant Clémence seule à la maison, enceinte et inquiète pour leur avenir. Les dettes s'accumulaient et les créanciers frappaient à leur porte. Clémence, qui n'avait jamais connu la précarité, se retrouva confrontée à une réalité brutale. Elle dut vendre les quelques bijoux qu'elle avait emportés de chez ses parents pour rembourser une partie des dettes d'Antoine. Leur situation devint si critique qu'ils furent contraints de quitter Bordeaux pour s'installer dans un petit village isolé en Auvergne, où Antoine avait trouvé un emploi temporaire dans une scierie. Là-bas, la vie était encore plus rude. Leur maison, une vieille bâtisse délabrée, n'avait ni chauffage ni eau courante. Clémence, enceinte de 7 mois, devait marcher plusieurs kilomètres chaque jour pour aller chercher de l'eau au puits du village. Les habitants, méfiants envers cette jeune femme venue de la ville, la regardaient avec suspicion. Malgré tout, Clémence s'accrochait à l'espoir que la naissance de leur enfant changerait les choses. Elle croyait qu'Antoine deviendrait un homme responsable, qu'il comprendrait enfin l'importance de sa famille. Mais lorsque leur fils, Louis, vint au monde par une froide nuit d'hiver, rien ne changea. Antoine continuait de fuir ses responsabilités, laissant Clémence seule pour s'occuper du bébé et gérer les tâches ménagères. Les mois passèrent et Clémence, épuisée par le travail et les privations, commença à perdre espoir. Elle écrivait parfois des lettres à ses parents, mais ne les envoyait jamais, trop fière pour admettre qu'elle avait besoin d'aide. Elle se sentait piégée, comme une prisonnière de ses propres choix. Pourtant, au fond d'elle, une flamme de résilience continuait de brûler. Elle refusait de laisser les circonstances dicter sa vie. Un jour, alors qu'elle était en train de laver du linge dans la rivière, une voisine, une femme âgée nommée Marguerite, s'approcha d'elle. Marguerite, qui avait elle-même connu des épreuves similaires dans sa jeunesse, lui offrit son soutien. Elle lui apprit à cultiver un potager, à élever des poules et à vendre des œufs et des légumes aux marchés locales. Grâce à Marguerite, Clémence commença à reprendre le contrôle de sa vie. Elle découvrit une force en elle qu'elle ne soupçonnait pas. Mais Antoine, voyant que Clémence devenait de plus en plus indépendante, se mit à la jalouser. Il lui reprochait de passer trop de temps aux marches, de parler avec d'autres hommes. Leur relation, déjà fragile, se détériora davantage. Un soir, après une dispute particulièrement violente, Antoine quitta la maison et ne revint que 3 jours plus tard, ivre et repentant. Clémence, pour le bien de leur fils, accepta de lui pardonner, mais au fond d'elle, elle savait que leur mariage est condamné. À 18 ans, Clémence était déjà une femme brise par la vie, mais aussi une mère déterminée à offrir un avenir meilleur à son fils. Elle savait qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même. Chaque jour, elle se levait à l'aube, travaillait sans relâche et économisait chaque centime qu'elle gagnait. Elle rêvait de quitter ce village, de retourner à Bordeaux, de reconstruire sa vie. Et bien qu'elle ne le sache pas encore, cette flamme de résilience qui brûlait en elle serait la clé de sa renaissance. Lorsque Clémence et Antoine arrivèrent en Auvergne, le contraste avec Bordeaux fut un choc brutal. La route sinueuse qui les menait au village semblait s'étirer à l'infini, borde de collines austères et de forêts sombres. Le silence pesant de la campagne, loin de l'agitation familière de la ville, accentuait le sentiment d'isolement qui s'installait déjà dans le cœur de Clémence. Elle serrait contre elle son fils, Louis, âgé de quelques mois à peine, tandis qu'Antoine conduisait leur vieille voiture, le regard fixe sur la route, évitant soigneusement de croiser le sien. Le village où ils allaient s'installer était minuscule, presque oubli du monde. Une poignée de maisons en pierre grise, un clocher qui semblait défier le ciel et une petite épicerie qui faisait aussi office de caf. Leur nouvelle maison, une bâtisse délabrée à l'écart du village, et loin du confort auquel Clémence avait été habituée. Les murs étaient humides, le toit laissait passer la pluie, et le froid s'infiltrait par les fenêtres mal isolées. Il n'y avait ni chauffage central, ni eau courante.
Pour Clémence, qui avait grandi dans une maison cossue de Bordeaux, c'était comme entrer dans un autre siècle. Antoine, qui avait trouvé un emploi temporaire dans une scierie voisine, semblait étrangement à l'aise dans cet environnement. Il passait ses journées à travailler et ses soirées au caf du village, laissant Clémence seule avec Louis. Elle, en revanche, se sentait étrange, rejette par les habitants qui la regardaient avec méfiance. Les femmes du village, en particulier, chuchotaient sur son passage, critiquant son allure citadine et ses manières qu'elles jugeaient prétentieuses. Clémence, blessée, mais fière, gardait la tête haute, bien qu'elle se sente de plus en plus isolée. Les journées étaient longues et harassantes. Chaque matin, Clémence devait marcher plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau au puits communal, un seau dans chaque main, tandis que Louis pleurait dans son berceau improvise. Elle passait des heures à laver le linge à la rivière, les mains rougies par le froid glacial. Le soir, elle préparait des repas frugaux avec les maigres provisions qu'Antoine ramenait, souvent en retard et parfois ivre. Les disputes éclataient de plus en plus fréquemment. Antoine lui reprochait son manque d'adaptation, tandis qu'elle lui reprochait son irresponsabilité. Mais pour le bien de leur fils, Clémence s'efforçait de maintenir une façade de normalité. Un jour, alors qu'elle était en train de ramasser du bois pour le feu, une vieille femme du village, Marguerite, s'approcha d'elle. Marguerite, avec son visage ride et ses mains calleuses, avait l'air sévère, mais ses yeux brillaient d'une lueur de bienveillance. Elle tendit à Clémence un panier rempli de légumes et de pain frais. « Vous avez l'air d'en avoir besoin », dit-elle simplement. Clémence, d'abord méfiante, accepta le panier avec gratitude. Ce fut le début d'une amitié improbable entre les deux femmes. Marguerite devint une sorte de mentor pour Clémence. Elle lui apprit à cultiver un potager, à élever des poules et à fabriquer du fromage avec le lait des chèvres qu'elle postait. Grâce à elle, Clémence commença à gagner un peu d'argent en vendant des œufs et des légumes au marché local. Elle découvrit une force en elle qu'elle ne soupçonnait pas. Chaque jour, elle se levait à l'aube, travaillait sans relâche et économisait chaque centime qu'elle gagnait. Elle rêvait de quitter ce village, de retourner à Bordeaux, de reconstruire sa vie. Mais Antoine, voyant que Clémence devenait de plus en plus indépendante, se mit à la jalouser. Il lui reprochait de passer trop de temps aux marches, de parler avec d'autres hommes. Leur relation, déjà fragile, se détériora davantage. Un soir, après une dispute particulièrement violente, Antoine quitta la maison et ne revint que 3 jours plus tard, ivre et repentant. Clémence, pour le bien de leur fils, accepta de lui pardonner, mais au fond d'elle, elle savait que leur mariage était condamné. Les mois passèrent, et Clémence, épuisée par le travail et les privations, commença à perdre espoir. Elle écrivait parfois des lettres à ses parents, mais ne les envoyait jamais, trop fière pour admettre qu'elle avait besoin d'aide. Elle se sentait piégée, comme une prisonnière de ses propres choix. Pourtant, au fond d'elle, une flamme de résilience continuait de brûler. Elle refusait de laisser les circonstances dicter sa vie. Un jour, alors qu'elle était en train de laver du linge dans la rivière, une voisine, une femme âge nomme Marguerite, s'approcha d'elle. Marguerite, qui avait elle-même connu des épreuves similaires dans sa jeunesse, lui offrit son soutien. Elle lui apprit à cultiver un potager, à élever des poules et à vendre des œufs et des légumes au marché local. Grâce à Marguerite, Clémence commença à reprendre le contrôle de sa vie. Elle découvrit une force en elle qu'elle ne soupçonnait pas. Mais Antoine, voyant que Clémence devenait de plus en plus indépendante, se mit à la jalouser. Il lui reprochait de passer trop de temps aux marches, de parler avec d'autres hommes. Leur relation, déjà fragile, se détériora davantage. Un soir, après une dispute particulièrement violente, Antoine quitta la maison et ne revint que 3 jours plus tard, ivre et repentant. Clémence, pour le bien de leur fils, accepta de lui pardonner. Mais au fond d'elle, elle savait que leur mariage était condamné. À 18 ans, Clémence est déjà une femme brise par la vie, mais aussi une mère déterminée à offrir un avenir meilleur à son fils. Elle savait qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même. Chaque jour,
Elle se levait à l'aube, travaillait sans relâche et économisait chaque centime qu'elle gagnait. Elle rêvait de quitter ce village, de retourner à Bordeaux, de reconstruire sa vie. Et bien qu'elle ne le sache pas encore, cette flamme de résilience qui brûlait en elle serait la clé de sa renaissance. Clémence avait appris à survivre dans ce village, recul d'Auvergne, où chaque jour est une lutte contre la solitude et la rudesse de la vie. Elle s'était forge une routine, un équilibre fragile entre son travail au potager, les soins qu'elle prodiguait à son fils Louis, et les quelques heures qu'elle consacrait à vendre ses produits aux marches locales. Mais malgré ses efforts pour s'intégrer, elle restait une éponge aux yeux des habitants. Les regards méfiants, les murmures à son passage, tout cela pesait sur elle. Pourtant, elle continuait d'avancer, porte par une force intérieure qu'elle ne comprenait pas toujours. C'est dans ce contexte qu'elle fit la connaissance de Paul. Il était son voisin, un homme d'une quarantaine d'années, mari et père de 2 enfants. Paul est tout ce qu'Antoine n'était pas, calme, réfléchi et profondément gentil. Il travaillait comme menuisier et passait ses journées à fabriquer des meubles dans son atelier, une petite bâtisse en bois située à quelques mètres de la maison de Clémence. Leur première rencontre fut presque anodine. Un matin, alors qu'elle peinait à réparer la clôture de son potager, Paul s'approcha avec un sourire chaleureux. « Vous avez besoin d'un coup de main ?» demanda-t-il, en posant son marteau sur son épaule. Clémence, d'abord méfiante, hésita avant d'accepter. Mais en quelques minutes, Paul avait reparé la clôture avec une habilette qui laissa Clémence impressionne. Elle le remercia timidement et il répondit avec un simple hochement de tête avant de retourner à son atelier. Ce fut le début d'une relation qui allait bouleverser la vie de Clémence. Au fil des semaines, Paul devint une présence réconfortante dans son quotidien. Il l'aidait parfois avec des tâches difficiles comme couper du bois ou réparer des outils. En échange, Clémence lui offrait des légumes de son potager ou des œufs de ses poules. Mais ce qui la touchait le plus, c'était sa manière de la traiter avec respect et bienveillance, sans jamais la juger. Contrairement aux autres habitants du village, Paul ne semblait pas la voir comme une érangère ou une femme briseuse. Il la regardait comme une égale, une personne digne d'attention et de considération. Un jour, alors qu'elle revenait du marché, Clémence trouva Paul assis sur les marches de sa maison, un panier de pommes à ses pieds. « Je me suis dit que vous pourriez en faire une tarte », dit-il avec un sourire. Clémence, surprise, mais touche, l'invita à entrer pour partager un café. Ce fut la première fois qu'ils eurent une véritable conversation. Paul lui parla de sa vie, de son travail, de sa famille. Il lui raconta comment il avait rencontré sa femme Jeanne et comment ils avaient construit leur maison ensemble. Clémence, de son côté, lui parla de Bordeaux, de son enfance et des rêves qu'elle avait abandonnés en venant ici. Au fil des jours, leurs échanges devinrent de plus en plus fréquents. Paul passait parfois la voir après son travail et ils discutaient pendant des heures, assis sur le banc devant sa maison. Clémence se surprenait à attendre ces moments avec impatience. Elle aimait la manière dont Paul l'écoutait, sans jamais l'interrompre ni la juger. Avec lui, elle se sentait enfin vue, comprise. Mais elle savait aussi que cette relation est dangereuse. Paul était marié, et elle ne voulait pas être la cause de problèmes dans sa famille. Pourtant, malgré ses efforts pour garder ses distances, Clémence ne pouvait ignorer les sentiments qui grandissaient en elle. Elle se surprenait à penser à Paul à des moments inattendus, à chercher des excuses pour le voir. Elle savait que c'était mal, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une chaleur réconfortante chaque fois qu'il était près d'elle. Et elle n'était pas la seule à ressentir cela. Paul, lui aussi, semblait trouble. Ses regards devenaient plus longs, ses gestes plus hésitants. Il y avait une tension entre eux, une tension qu'ils tentaient tous deux d'ignorer, mais qui devenait de plus en plus difficile à nier. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Paul frappa à la porte de Clémence. Il avait l'air nerveux, presque agité. « Je voulais juste m'assurer que tout allait bien », dit-il, en évitant son regard. Clémence, surprise par sa visite, l'invita à entrer. Ils s'assirent à la table de la cuisine, et pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Puis, soudain,
Paul se leva et fit quelques pas dans la pièce, comme s'il cherchait les mots. « Clémence, je… » commenqua-t-il avant de s'interrompre. Il prit une profonde inspiration, puis continua. « Je ne devrais pas errer ici, mais je ne peux pas m'en empêcher. » Clémence sentit son cœur s'accélérer. Elle savait ce qu'il allait dire, et elle savait aussi qu'elle devait l'arrêter. Mais au lieu de cela, elle resta silencieuse, incapable de détourner les yeux de lui. Paul s'approcha, et avant qu'elle ne puisse réagir, il posa une main sur son visage. « Je suis désolé, » murmura-t-il avant de l'embrasser. Ce baiser, bien que bref, fut un mélange d'intensité et de culpabilité. Clémence, submergée par une vague d'émotions contradictoires, recula brusquement. « Paul, on ne peut pas, dit-elle, la voix tremblante. Paul baissa les yeux, honteux. « Je sais, je suis désolé. Je ne voulais pas… » Il s'interrompit, puis ajouta « Je devrais partir. » Après son départ, Clémence resta assise à la table, le cœur lourd. Elle savait que ce qui venait de se passer était une erreur, mais elle ne pouvait nier ce qu'elle ressentait. Elle passa la nuit à réfléchir, à se demander comment elle en est arrivée là. Elle pensait à Jeanne, la femme de Paul, et à ses enfants. Elle pensait à Louis, son propre fils, et à l'exemple qu'elle voulait lui donner. Elle savait qu'elle devait mettre fin à cette relation avant qu'elle ne cause plus de dégâts. Le lendemain, Clémence alla voir Paul dans son atelier. Elle lui expliqua, avec des mots choisis, qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. « Vous avez une famille, Paul, et moi, j'ai mon fils. Nous devons penser à eux. » Paul, bien qu'attriste, hocha la tête. « Vous avez raison, » dit-il. « Je suis désolé de vous avoir mise dans cette situation. » Après cette conversation, Clémence et Paul prirent leur distance. Ils évitèrent de se croiser, et leurs échanges se limitèrent à des politesses de voisinage. Mais malgré leurs efforts, les sentiments qu'ils avaient l'un pour l'autre ne disparurent pas. Clémence se sentait déchirée entre son désir pour Paul et sa volonté de faire ce qui était juste. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Avec le temps, Clémence apprit à vivre avec cette douleur. Elle se concentra sur son travail, sur son fils et sur ses projets d'avenir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait choisir la manière dont elle avançait. Et bien qu'elle ne le sache pas encore, cette épreuve allait la rendre plus forte, plus résiliente. Paul, de son côté, resta fidèle à sa famille. Il continua de travailler dans son atelier, de s'occuper de ses enfants et de soutenir sa femme. Mais au fond de lui, il gardait un souvenir de Clémence, un souvenir qu'il chérissait en silence. Leur histoire, bien que brève, avait laissé une empreinte indélébile sur leur vie. Et ainsi, la vie continua, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines. Clémence et Paul, bien qu'éloignés, restèrent liés par un fil invisible. Un fil tisse par des sentiments qu'ils ne pouvaient ni ignorer ni oublier. Mais ils savaient tous deux que certaines choses, aussi belles soient-elles, ne sont pas destinées à durer. Clémence n'avait jamais imaginé revenir à Bordeaux dans de telles circonstances. Âpre des ânes passe à lutter contre la pauvreté et les désillusions en Auvergne. Elle se retrouvait à franchir les portes de la ville qu'il avait vue grandir, mais cette fois, elle n'était plus la jeune fille insouciante et pleine de rêves qu'elle avait. Elle était une femme brisée, une mère célibataire, portant sur ses épaules le poids des épreuves qu'elle avait traversées. Pourtant, malgré la honte et la peur, elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Pour Louis, son fils, elle devait recommencer, reconstruire et trouver un moyen de leur offrir une vie meilleure. Le voyage de retour fut long et silencieux. Assise dans le train, Clémence regardait de filer les paysages, son esprit envahi par des souvenirs douloureux. Elle pensait à Antoine, à leur mariage précipité, à ses promesses non tenues. Elle pensait à Paul, à cette relation interdite qui avait failli la détruire. Mais surtout, elle pensait à Louis, qui dormait paisiblement sur ses genoux, inconscient des sacrifices que sa mère avait faits pour lui. Elle serra son fils contre elle, comme pour se donner du courage. Bordeaux l'attendait, avec ses rues familiers et ses souvenirs enfouis, mais aussi avec ses jugements et ses regards accusateurs. Lorsqu'elle arriva à la gare, Clémence sentit son cœur se serrer. Elle n'avait prévenu personne de son retour, pas même ses parents.
Elle savait qu'il lui en voulait encore pour ses choix passes, pour avoir abandonné sa vie confortable pour suivre Antoine. Mais elle espérait qu'ils accepteraient de l'aider, ne serait-ce que pour le bien de leur petit-fils. Avec une valise dans une main et Louis dans l'autre, elle se dirigea vers la maison familiale, une grande bâtisse en pierre, située dans un quartier cossu de la ville. Quand sa mère ouvrit la porte, il y eut un moment de silence. Madame Delacroix, une femme élégante et austère, regarda sa fille avec une expression indéchiffrable. Puis, son regard se posa sur Louis, et quelque chose dans son visage se radoucit. « Entre », dit-elle simplement, en s'écartant pour les laisser passer. Clémence sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint. Elle n'était pas venue pour pleurer, mais pour demander une seconde chance. Les premières semaines furent difficiles. Clémence et Louis s'installèrent dans une petite chambre au dernier étage de la maison, loin du confort qu'elle avait connu autrefois. Ses parents, bien qu'ils l'aient accueillie, restaient distants. Son père, en particulier, semblait incapable de lui pardonner. « Tu as fait ton choix, Clémence », lui disait-il souvent, avec une froideur qui la blessait profondément. Mais Clémence, déterminée à prouver qu'elle pouvait se relever, ne se laissa pas abattre. Elle commença à chercher du travail, envoyant des lettres et frappant aux portes, sans jamais se décourager. Un jour, alors qu'elle parcourait les petites annonces dans un caf, elle tomba sur une offre qui attira son attention. Une librairie du centre-ville cherchait une assistante. Clémence, qui avait toujours aimé les livres, sentit une lueur d'espoir. Elle se présenta à l'entretien avec une nervosité palpable, mais aussi avec une détermination farouche. Le propriétaire, un homme d'une cinquantaine d'années nommé M. Bernard, fut impressionné par sa sincérité et sa volonté de travailler. « Vous commencez lundi », lui dit-il, avec un sourire bienveillant. Travailler à la librairie fut une bouffe d'air frais pour Clémence. Elle aimait l'odeur des livres, le calme de l'endroit et les conversations avec les clients. Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était la sensation de retrouver une part d'elle-même, une part qu'elle avait perdue dans les tourments de sa vie passe. Chaque jour, elle se levait tôt, préparait Louis pour la crèche et se rendait à la librairie avec un enthousiasme qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Petit à petit, elle commença à se reconstruire, à retrouver confiance en elle. C'est à la librairie qu'elle fit la connaissance de Julien. Il était professeur de psychologie à l'université de Bordeaux, un homme cultivé et charismatique, avec une voix douce et un regard percutant. Julien venait souvent à la librairie pour acheter des livres, et il avait pris l'habitude de discuter avec Clémence. Au début, leurs échanges étaient purement professionnels, mais au fil du temps, ils devinrent plus personnels. Julien semblait fasciné par Clémence, par sa manière de parler des livres, par la profondeur de ses réflexions. Et Clémence, bien qu'hésitante, se surprenait à attendre ses visites avec impatience. Un jour, Julien l'invita à prendre un café. Clémence, bien qu'intimidée, accepta. Ce fut une conversation mémorable, où ils parlèrent de tout, de littérature, de philosophie, de leurs expériences de vie. Julien, avec sa sensibilité et son intelligence, semblait comprendre Clémence d'une manière que personne d'autre n'avait jamais fait. Mais Clémence, marquée par ses échecs passes, restait sur ses gardes. Elle avait peur de s'attacher, peur de souffrir à nouveau. Malgré ses réticences, Julien devint une présence importante dans sa vie. Il l'encourageait, la soutenait et lui donnait des conseils pour avancer. « Tu es plus forte que tu ne le crois, Clémence », lui disait-il souvent. Et peu à peu, Clémence commença à y croire. Elle s'inscrivit à des cours du soir pour terminer ses études, un rêve qu'elle avait abandonné depuis longtemps. Elle travaillait dur, jonglant entre son emploi, ses études et son rôle de mère, mais elle ne se plaignait jamais. Elle savait qu'elle construisait quelque chose de précieux pour elle et pour Louis. Mais alors que tout semblait enfin s'améliorer, une ombre vint assombrir son bonheur. Un soir, alors qu'elle rentrait de la librairie, elle trouva Julien devant sa porte, l'air trouble. « Je dois te parler », dit-il, en évitant son regard. Clémence, inquiète, l'invita à entrer. Julien lui expliqua alors qu'il avait une ex-femme, Sophie, et un fils de 10 ans,
Thomas. Sophie, qui vivait à l'étranger, venait de revenir à Bordeaux et souhaitait reconstruire leur famille. Julien, bien qu'il ait des sentiments pour Clémence, se sentait tiraille entre son amour pour elle et son devoir envers son fils. Clémence, bien qu'anéantie, comprit la situation. Elle savait ce que c'était que de sacrifier son bonheur pour le bien de son enfant. Avec une dignité remarquable, elle prit la décision de s'éloigner de Julien. « Tu dois faire ce qui est juste pour Thomas », lui dit-elle, les larmes aux yeux. Julien, bouleversé, tenta de la convaincre de rester. Mais Clémence était ferme. Elle savait qu'elle ne pouvait pas être la cause de la séparation d'une famille. Après le départ de Julien, Clémence se concentra sur son travail et ses études. Elle souffrait, mais elle refusait de se laisser abattre. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision, même si cela lui coûtait. Et avec le temps, elle commença à guérir. Elle obtint son diplôme, une étape importante dans sa reconstruction. Elle trouva un emploi dans une école, où elle pouvait enfin réaliser son rêve de devenir enseignante. Et surtout, elle continua de s'occuper de Louis, qui grandissait en un garçon curieux et plein de vie. Le retour à Bordeaux avait été une épreuve, mais aussi une renaissance. Clémence avait appris à se relever, à se battre pour ce qui comptait vraiment. Elle n'était plus la jeune fille naïve qu'elle avait et ni la femme brise qu'elle était devenue. Elle était une mère, une travailleuse, une survivante. Et bien qu'elle ait perdu Julien, elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux, la certitude qu'elle pouvait affronter n'importe quoi. Un jour, alors qu'elle se promenait avec Louis dans les rues de Bordeaux, elle croisa Julien. Il était avec son fils, Thomas, et il semblait heureux. Julien lui adressa un sourire plein de gratitude et de respect. Clémence lui rendit son sourire avant de continuer son chemin. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix et cela lui suffisait. Clémence avait trouvé sa place dans le monde, une place qu'elle avait construite de ses propres mains. Et bien qu'il lui restât encore des défis à relever, elle savait qu'elle était prête à les affronter, car elle avait appris une leçon précieuse. La résilience n'est pas seulement une force, c'est une manière de vivre.